Bon, écoutez, j'espère ne pas être très long parce que nous sommes tous pleins de savoir. Je veux d'abord, en notre nom, à Antoine, à Céline et à moi-même, les organisateurs de ce colloque, remercier tous nos orateurs. Je crois que vous avez compris que ces 2 journées étaient vraiment denses, donc ils ont joué le jeu et au-delà de ce que nous pouvions espérer. Vous remercier aussi, vous toutes et vous tous, pour votre présence et vos questions. Et remercier aussi les équipes du Collège de France qui ont veillé au bon déroulement de ce colloque et qui font toujours un merveilleux travail. Je vais tenter une synthèse. Peut-être que je n'y incorporerai pas l'anthropologie qui est toute fraîche dans votre mémoire et je ne voudrais pas être injuste à l'égard de la position aussi singulière et originale de Françoise Héritier. Mais voilà ce que je peux vous dire sans pouvoir être certain de restituer l'épine dorsale de cette riche matière qui nous a été livrée. Le colloque s'intitule, il est dans une série qui s'intitule « Passage des disciplines » et effectivement, il aura été question d'économie politique, de philosophie. Je les cite par ordre décroissant de nombre de représentants de ces disciplines, de sociologie et de philosophie, d'histoire et d'anthropologie, de psychologie, d'anthropologie proprement dite, de linguistique, de physique, de germanistique et de littérature. Progressivement, je pense qu'au cours du colloque, vous avez compris que le centre de gravité des présentations s'est déplacé depuis l'économie, qui avait suscité quelques impatiences de la part d'une auditrice, vers la philosophie et vers les sciences sociales. Et probablement, la trajectoire du colloque est allée depuis la discussion la plus critique de l'œuvre de Marx, mais dans une période immédiatement contemporaine de sa production, vers une réception beaucoup plus complexe et plus favorable à la fois la grandeur de l'œuvre et aussi à ses usages, avec ensuite toutes sortes de discussions possibles, à la fois sur l'œuvre, mais aussi sur son incarnation dans des programmes politiques, des idéologies, des pays entiers, et je vais en dire un mot. Peu de cours, et vous l'avez aussi entendu aujourd'hui, ont été consacrés au Collège de France entièrement à Marx. À vrai dire, il n'y en a eu qu'un, c'était celui de Raymond Aron, qui s'inscrit dans une longue série de livres qui ont incorporé l'œuvre de Marx de manière très très précise et discutante, puisque Aron était un grand, à la fois travailleur, savant et lecteur. Donc ce cas-là est très singulier et très, très particulier, mais il y a eu un autre exemple au Collège de France d'un professeur qui a consacré un ouvrage entier à Marx, c'est Jon Elster. Nous l'avions invité à nous rejoindre, mais il n'a pas voulu quitter ses bureaux à Columbia University, où il est toujours professeur, et où il consacre des travaux d'histoire et de théorie politique très savants, mais plutôt sur des périodes plus reculées, comme la Révolution française et la Révolution américaine. Et il n'a pas voulu quitter son atelier de recherche et d'écriture new-yorkais. Nous l'avons beaucoup regretté, mais je vous recommande vivement de lire le livre « Marx, une interprétation analytique », qui est paru en 1985 en traduction, je crois, et qui est l'autre exemple. Mais il ne l'a pas produit au moment où il était professeur au collège. Il a été lu plus tardivement. Si je veux aussi indiquer une chose qui m'a beaucoup intéressé lors du colloque, c'est... j'ai parlé du livre d'Aron qui restitue les cours du collège sur Marx. Jean-Claude Casanova m'a dit aussi que récemment, on a publié les cours du collège consacrés à la sociologie qui contiennent 7 chapitres entièrement consacrés à Marx. Donc Marx était son objet, d'une certaine manière, celui avec qui il a discuté peut-être le plus intensément, peut-être bien davantage qu'avec l'œuvre de Durkheim. Mais nous avons vu aussi apparaître
au fil des séances, une prolifération de supports de publication et d'entreprises de discussion de l'œuvre de Marx qui passaient par tout autre chose que des livres, par des articles de revues, mais aussi par des articles de journaux, par des articles non publiés au moment où l'auteur était en train de préparer peut-être une conversion. C'est le cas de Hippolyte, rappelé tout à l'heure, mais c'est aussi le cas de Benveniste, juste avant d'être foudroyé par la maladie. Et c'est aussi des notes qu'a présentées Frédéric Gros lors de la conférence sur Foucault. Autrement dit, il y a une histoire un peu plus secrète de la réception de l'œuvre de Marx. Il faut la chercher dans des sources beaucoup plus variées. On a vu aussi, par exemple, l'intensité de la discussion de l'œuvre de Marx dans des articles de journaux, au sens fort du terme, enfin des revues, la revue d'économie politique ou la revue des économistes, enfin les économistes, et au tout début du colloque. Donc on voit bien que pour toutes sortes de raisons, la discussion s'est menée sur plusieurs et plusieurs plans qui étaient à la fois théoriques, empiriques, mais aussi d'actualité, de prise de position dans l'époque et pour le journalisme dans l'époque immédiate, dans la réaction immédiate. Si je trace une sorte de schéma de cercle concentrique qui vont du cœur vers l'extérieur de l'œuvre de Marx, on peut faire l'hypothèse, et le colloque a peut-être permis de la tester, que la discussion des thèses centrales de Marx relevait d'abord de l'économie, de la philosophie, de l'histoire et de sa théorie sociale ou de sa sociologie, et qu'au-delà, l'apport de l'œuvre de Marx aux travaux des savants d'autres disciplines agrégeait progressivement beaucoup d'éléments contextuels, militantisme, conviction politique, choix idéologique, engagement dans la lutte et dans la guerre contre le fascisme, le nazisme, soutien à la Russie puis détachement, choc des événements des années 60, de mai 68, choc du colonialisme et de l'anticolonialisme. Bien sûr, il n'est pas impossible de se demander quelle est la part exacte des thèses et des propositions de Marx qu'on peut retrouver dans l'œuvre de tels psychologues, linguistes, anthropologues, comme nous l'avons vu hier et aujourd'hui. Mais nous avons vu aussi que la référence positive, par exemple d'Henri Vallon, à Marx, n'était pas simplement de l'ordre de l'appropriation thématiquement centrale dans l'œuvre, et notamment dans ce qu'elle pouvait avoir d'original et de novateur. Là, l'exemple limite que nous avons vu hier, c'était l'œuvre de Paul Langevin, qui tend au maximum la distance entre le travail et l'invention d'un savant, un physicien, d'un côté, et son engagement social et politique de l'autre. Bien sûr, à travers l'examen de quelques propriétés fondamentales de l'organisation des sociétés, l'éducation, la justice sociale, la hiérarchie des emplois et des salaires, l'organisation du travail, la détention et la transmission du patrimoine, ou peut-être l'organisation de la famille et de la propriété, on peut supposer que l'engagement et les convictions scientifiques peuvent se rapprocher et se soutenir. La question de l'éducation a, par exemple, fourni un bon cas avec ce fameux plan Langevin-Vallon. Je dois dire aussi que cette question de l'éducation est un des cœurs de l'activité, d'abord sa production, vous en êtes les témoins, mais aussi de l'activité du collège en tant qu'instance de réflexion et d'analyse et de prise de position, puisqu'il y a eu des initiatives importantes sur la question de l'éducation et sa bonne organisation dans les années 80. Il y a eu des fameux rapports de Pierre Bourdieu et François Gros et de tout un ensemble de professeurs. Et aujourd'hui, nous avons lancé une initiative Agir pour l'éducation avec mes collègues Stanislas Dehaene, Philippe Aguillon, Esther Duflo, Stéphane Malat. Il y a évidemment aussi un point qui est peut-être important, c'est la question de l'envergure de l'œuvre de Marx et de son influence historique ne permettent pas d'en prélever des éléments librement sans susciter la question de êtes-vous affilié ou non
Êtes-vous proche? Êtes-vous immédiatement aspiré, comme un effet d'aspiration, comme on dirait en Formule 1, immédiatement aspiré dans le sillage de l'œuvre? Et c'est ce que Foucault a décrit très subtilement dans ces pages inédites que nous avons découvertes hier. Parce que l'invention et la production du nouveau en sciences et dans la recherche de toutes les disciplines interdisent, et je crois que le collège en est un assez bon exemple, interdisent littéralement de s'affilier doctrinairement et dogmatiquement à un maître à penser, au risque de n'être qu'un disciple, ce qui n'est pas exactement la philosophie du recrutement au Collège de France, même si parfois le principe peut souffrir certaines exceptions. En revanche, le Marx et le marxisme ont été des points centraux de la bataille idéologique et parfois scientifique. Nous n'avons pas évoqué la bonne science matérialiste, les effets du lysenkisme, etc., ou la guerre contre la philosophie spontanée des savants. Si, ça a été évoqué, mais il y a une bataille dans les disciplines. Qualifier une science ou un collègue ou un scientifique ou un professeur de progressiste ou de réactionnaire, ou parler de sciences du peuple ou de sciences bourgeoises, évidemment, c'est introduire dans la sphère académique et dans la sphère de la recherche des éléments de combat qui ont leur tension, leur dynamique, et parfois aussi qui suscitent à un moment donné des adhésions et à un moment différent, et on l'a encore vu avec, par exemple, Jean-Pierre Vernant ou Maurice Agulon, un réflexe de retrait. Ne me faites pas avaler tout ce que vous voudriez au nom du fait que la vérité est décrétée. Je veux pouvoir moi-même m'assurer de la vérité et j'ai une morale du vrai autant qu'une science du vrai. Et la vérité n'est pas révélée. Je ne vous citerai peut-être pas je ne donnerai pas la citation de Keynes que j'ai retrouvée de 1925 sur l'œuvre de Marx, qui est dans un texte que vous trouverez sur Internet, qui est un texte « A View of Russia », c'est-à-dire une vue de la Russie, où Keynes s'en prend littéralement à l'effet de constitution de l'œuvre de Marx comme une Bible, avec ses prophètes, ses disciples, et son prophète, ses disciples, et ses effets de transmission et de ralliement, d'affiliation et une sorte de religion révélée. Keynes est très critique à l'égard de ça, et critique à l'égard de la Russie extrêmement tôt. C'est assez étonnant de voir à quel point il voit tout de suite, mais ça n'est plus exactement Marx, c'est le léninisme. Alors on entre là évidemment dans des nuances importantes. Pour ce qui est des grandes thèses de l'œuvre de Marx et qui ont fait l'objet de discussions au cours de ces 2 jours, c'est utile pour fixer les choses de rappeler quelques points. Dans ces discussions, on a parlé d'un problème de légalisation des conditions de vie via une transformation révolutionnaire, ou alors, à l'inverse, au tout début du colloque, on a parlé de la corrélation entre croissance et degré d'inégalité, souhaitable ou non souhaitable, avec cette fameuse hypothèse du ruissellement pour défendre l'objectif d'une amélioration progressive du sort de la classe ouvrière dans une vision réformiste ou solidariste, ou alors une transformation radicale dont un pays a cherché à être l'incarnation, en tout cas au début du XXe siècle, avant qu'un autre, la Chine, avec la révolution maoïste, en fasse elle-même l'expérience. Et dans les 2 cas, cette expérience n'a pas été... a fait l'objet d'appréciations évidemment très critiques progressivement à mesure qu'on a appris ce qui s'était passé. Il y a eu aussi dans nos débats la question de la propriété des moyens de production, à abolir, à transférer à l'État ou à organiser à travers des schémas d'optimisation des conditions économiques et techniques du développement du capitalisme industriel, ou à travers un socialisme plus coopératif. Est apparu aussi là un thème important qui était
la force des idées neuves, de l'innovation, de l'invention, un thème qui est revenu en force ces dernières années dans le cœur de la science économique. Et on a parlé tout à l'heure de Schumpeter à propos d'Aron. Effectivement, Schumpeter est revenu au premier plan. Schumpeter lui-même a écrit une grande histoire de l'analyse économique dans laquelle il donne une place très importante à Marx. Il le discute très précisément. Et Jean-Claude Casanova était l'un des éditeurs de ces 3 volumes de l'histoire de la science économique de Schumpeter. Je vous recommande vivement sa lecture. C'est un vrai trésor de science et d'inventivité dans la lecture de tous ces auteurs qu'il prend en compte. Donc la force des idées neuves, évidemment, ça permet de requalifier ou non l'entrepreneur. Si l'entrepreneur n'est simplement qu'un extorqueur de plus-value, un propriétaire des moyens de production, et voilà, la messe est dite selon un marxiste, alors que si on le conçoit comme un innovateur qui prend des risques et qui doit entraîner derrière lui son entreprise, mais ensuite à lui de la gérer et de la manager, évidemment, les choses sont assez différentes. Et vous voyez que l'actualité de ces questions-là est considérable. Simplement, on introduit aujourd'hui aussi des analyses sur les degrés de concentration de la production dans quelques grandes entreprises qui pratiquent la science du winner take all. Il faut être le premier pour immédiatement coloniser un marché et s'assurer une position très dominante. On a beaucoup parlé de la question de la valeur, encore tout à l'heure avec Benveniste, avec toujours ces problèmes de ces notions qui ont l'air extraordinairement scintillantes et séduisantes et qui, quand on doit les appliquer sur des terrains où elles risquent de devenir analogiques ou simplement susciter des homologies, évidemment, la question se pose de savoir quelle est leur valeur opératoire. La question, évidemment, de la valeur du travail et du travail est un point central. On ne pouvait pas tout traiter, mais on avait un exposé sur un historien du travail. De même, la question de la division du travail, faut-il ou non l'abolir et comment l'abolir? Dans l'œuvre de Marx, il est question, à un moment donné, dans le communisme réalisé, que les machines vont enfin nous fournir les moyens de ressources illimitées, les machines ou les robots, et qu'on sera enfin libéré du travail de cette manière-là. Vous pouvez voir aujourd'hui se reconstituer cet espoir ou cette illusion à travers les travaux sur l'intelligence artificielle et leur développement extraordinairement rapide. Mais ce qui se cache aussi derrière tout ça, c'est le pouvoir extraordinaire de la connaissance, des idées créatrices de valeur et de ceux qui créent ces objets, ces théories, ces outils, ces recherches, etc. Et enfin, il est question de quelques points plus fondamentaux, comme l'intérêt ou les passions. J'ai beaucoup aimé ce problème-là. Est-ce que l'intérêt, c'est le premier moteur du comportement? Autrement dit, est-ce qu'on doit réduire l'humanité à une géométrie des intérêts conflictuels, ou bien est-ce qu'on peut introduire une dimension plus humaniste, comme ça a été rappelé à maintes reprises? Est-ce qu'on peut inventer un socialisme humaniste et fidèle à une forme d'anthropologie humaniste qui aurait été celle du premier Marx, ou est-ce que ce n'est qu'une illusion, un voile d'ignorance qui est jeté sur la pure violence des rapports d'intérêt, des rapports de conflit entre les humains? Enfin, j'en ai déjà dit un mot, la question de l'éducation était un point important qui a été évoqué par exemple quand on a parlé d'Henri Vallon, mais l'éducation, c'est aussi la jeunesse de l'individu, de la personnalité, des chances inégales de développement cognitif, affectif et moral des individus dans les sociétés. Pour m'accrocher tout de suite à un exposé récent, la question de la langue, par exemple, ou de la famille. Est-ce qu'on doit en faire des infrastructures ou des superstructures? Voilà des questions qui ont été suscitées par les exposés. Un dernier point, c'est non les moindres, c'est le déterminisme. Doit-on adopter une vision déterministe de l'histoire et des mécanismes sociaux qui déroulerait en quelque sorte un scénario implacable dont le sommet serait réalisé par la transformation radicale? On n'interprète plus le monde, mais on le transforme
en ayant compris que son mécanisme déterministe y conduisait, ou bien est-ce qu'on résiste à cette idée-là et qu'on donne sa chance au changement, à l'action humaine et à la transformation non pas radicale mais progressive, graduée, etc. Voilà. Et pour ajouter quelques considérations brèves, mais je ne vais pas être trop long, j'ai encore 2 points très brefs, je vous assure. Un des points clés, je pense, du colloque, ça a été quel est le rapport entre le savant et le politique dans une même personne. C'est un point tout à fait essentiel et nous avons vu se déployer toutes sortes de positions possibles. Le savant qui est critique de l'œuvre de Marx, Marx voulait être les deux, littéralement complètement réunis. Et les savants qui ont parlé de l'œuvre de Marx, ces professeurs dont nous avons parlé et ces chercheurs que nous avons parlé pendant ces 2 jours, certains s'opposent radicalement aux savants parce que son déterminisme historique est rigide, parce que son matérialisme dialectique n'est pas en phase avec les théories économiques défendues, comme le libéralisme, on l'a vu au début, ou dans la théorie de François Pérou. Il y a une autre position possible qui est un savant, parmi ces professeurs que nous avons évoqués, salue le savant Marx, sans forcément l'approuver, mais en lui témoignant de l'admiration pour l'ampleur de son œuvre, non sans lui reprocher parfois peut-être d'avoir recyclé ou recombiné des idées qui avaient été émises avant lui, mais en construisant la cathédrale. Proudhon avait dit que les idées, comme disait Boileau, tout a été dit que depuis 5000 ans qu'il existe des hommes, et nous ne faisons que recombiner. C'est une théorie possible de l'invention, c'est la recombinaison des idées. Et on a voulu prendre parfois Marx la main dans le sac du plagiat, vous l'avez entendu une fois ou deux, mais personne n'a remis en cause la considérable ampleur, peut-être même la cathédrale théorique de l'œuvre de Marx, qui est effectivement très imposante. Autre position possible, le savant souscrit au programme politique, mais ne connaît pas, ou presque pas, ou très mal, l'œuvre économique et philosophique de Marx. Le cas limite que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était Paul Langevin. Ou alors, le savant souscrit au programme politique et cherche dans le programme scientifique de Marx des appuis qu'il va exploiter jusqu'à un certain point. On a plusieurs exemples là, soit assez rapides, assez tôt, Henri Vallon, ou alors tardifs, Benveniste, Hippolyte, ou avec des effets de rupture par adhésion initiale et ensuite par détachement complet. Maurice Agulon a été un cas, Merleau-Ponty aussi. Vous voyez que ces choses-là dessinent aussi le portrait de ces savants qui ont deux consciences, une conscience savante et une conscience politique, et qui n'hésitent pas à éventuellement mettre l'attention en eux pour savoir quelle est celle qui doit répondre le mieux à la ligne fondamentale d'une personnalité. Ça, c'est l'honneur de la science, d'une certaine manière. Et puis, on a parmi les professeurs que j'appelle les savants ici, dont nous avons parlé, on a ceux qui ont traité le savant et le politique Marx de manière complète, comme l'a fait Aron dans son œuvre. Et puis, on a le cas, par exemple, de Foucault, qui sépare Marx et le marxisme. Et c'était une belle leçon de sociologie de dire le marxisme, c'est une somme d'institutions, de groupes, d'effets d'affiliation, de rapports violents, de relations dans toutes les sphères où ils peuvent se déployer, notamment la sphère de la science et du monde académique. Et donc, s'affilier, ça représente un coût réel, et les phrases de Foucault, que j'ai trouvées extrêmement frappantes, étaient assez étonnantes. Ce qui donne aussi une idée du coût de discuter l'œuvre de Marx. Quand on la discute, on ne la discute pas de la même manière dans les différentes périodes où elle a été, depuis qu'elle a été créée. Alors, nous avons vu se déployer aussi dans le colloque une chronologie des relations à l'œuvre de Marx. Évidemment, au début, le colloque a commencé par
un auteur qui a précédé Marx ou qui l'a très peu discuté, ou qui a une zone de contact avec l'œuvre de Marx très faible, c'était Michel Chevalier. Et puis progressivement se met en place une discussion plus serrée de l'œuvre de Marx parmi des auteurs qui sont encore ses contemporains, et puis dans l'immédiate postérité de Marx. Mais cette chronologie incorpore peu à peu aussi l'actualité de l'environnement de l'œuvre et tout simplement la réalité, comme dirait tout le monde. Par exemple, les relations entre la France et l'Allemagne sont très étonnantes. Dans ce colloque, on a vu se déployer toutes sortes de discussions sur le rapport entre la France et l'Allemagne dans le développement de la discussion de l'œuvre de Marx. Langevin cherche à trouver dans la référence à Marx un moyen de créer une internationale pacifiste. Georges Renard lutte contre le scientisme allemand et pour un socialisme humaniste à la française. Charles Handler parle du déterminisme prussien et de la mauvaise Allemagne que représenterait Marx contre la bonne Allemagne. Évidemment, il y a la culture, les années de guerre qui mettent en choc frontal la culture allemande, qualifiée de brutale, de méprisante du droit, avec son socialisme impérialiste contre la science française. Et puis progressivement s'invite aussi dans ce décor. Ça a été aussi rappelé à propos de Vernant, quand il a constitué sa triplette Finlay-Momigliano-Vernant. Alain Schnapp nous a dit il y avait là une relation peut-être de bataille scientifique avec la science allemande de Wilamowitz, la science de l'Antiquité grecque de Wilamowitz, avant et après 1945. On ne peut pas l'ignorer, la contextualisation du débat scientifique joue son rôle, et vous l'avez vu progressivement se charger de plus en plus avec la discussion de l'œuvre de Marx. Évidemment, ensuite, il est question de la révolution russe, et un pays, tout d'un coup, prend en charge l'œuvre de Marx et veut la réaliser dans le communisme. C'est un point essentiel, évidemment, et donc une double lecture se crée progressivement. Comment ce pays évolue et qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que devient l'expérience communiste comme réalisation ou dévoiement de l'œuvre de Marx? Et une double lecture se constitue dans tous ceux qui s'approprient l'œuvre de Marx, l'attention à l'évolution historique et la lecture de l'œuvre. Mais de même, on a beaucoup parlé évidemment de la lutte antifasciste et de la lutte contre le nazisme, puis de la Deuxième Guerre, de la résistance et de la relation complexe avec l'URSS, le pacte germano-soviétique, et puis ensuite sa dénonciation et la guerre qui prend un autre tour, puis la guerre froide, qui est un moment clé, évidemment, de durcissement de la relation entre l'atlantisme et le choix de l'alternative soviétique. Et puis le pacifisme et l'internationalisme, et puis l'anticolonialisme. Vous voyez là une somme de contextes qui transforment progressivement à la fois la relation avec l'œuvre de Marx et puis la relation de la sensibilité de tous les auteurs dont nous avons parlé avec l'œuvre, pour savoir qu'est-ce qui peut être toléré, qu'est-ce qui doit être su de ce qui est réalisé, et qu'est-ce qui est en lien avec l'œuvre de Marx dans ce qui est réalisé dans le réel, puisqu'on a beaucoup parlé de la philosophie dépassée par la réalisation. Eh bien, est-ce que l'URSS a été une réalisation de l'œuvre de Marx ou non, et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça aurait déraillé? Enfin, je vais finir là-dessus. De quel Marx, au fond, avons-nous parlé? Est-ce que c'est le Marx héritier de Hegel, le Marx d'avant 1845, le Marx des jeunes années, des manuscrits de 1844, ce Marx humaniste auquel on peut adhérer parce que c'est celui qui dit l'homme ne se réalise qu'en agissant sur le monde à travers, par exemple, le travail, par la résolution de la difficulté, qui célèbre même l'art comme une manière de s'affronter à des difficultés et pas du tout de laisser aller la pulsion du goût de l'art comme ça, comme un simple plaisir.
Il y a évidemment dans cette vision-là la bataille de l'humanisme et de l'anti-humanisme. Ça a été rappelé tout à l'heure. On a vu donc se constituer des massifs philosophiques, notamment Foucault, Hippolyte, contre la lecture anti-humaniste de Marx. Foucault lui-même a présenté un Marx qui avait des apparences de Marx nietzschéen, ou qui était relié à Nietzsche, à l'œuvre de Nietzsche. Et là, on est ramené à cette fameuse triade Nietzsche, Marx, Freud, qui a fait tant pour le succès de Marx, mais aussi pour la discussion, et d'une certaine manière, l'œuvre de Foucault se détache de cette triade qui avait été constituée. Et puis, nous avons vu enfin le marxisme teinté ou transformé en léninisme, puis en stalinisme, puis en jdanovisme. Qu'en était-il exactement? Est-ce que ça relevait d'une lecture matérialiste de l'histoire, déterministe de l'histoire, ou est-ce que c'est tout simplement une leçon d'échec radical d'une partie de l'œuvre de Marx? Voilà une question. Et ça a déclenché des transformations dans les positions de chacun des auteurs dont nous avez parlé, des professeurs nous en ont parlé, et des scientifiques nous en ont parlé. C'était comment on agit une fois qu'on a vu se réaliser quelque chose et que cette expérience-là a donné ses leçons pour le futur. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire, en sacrifiant beaucoup d'autres choses, mais je ne pouvais pas rendre justice à la richesse de tous ces exposés. Et il me reste à vous remercier pour votre longue patience et à vous souhaiter le meilleur pour votre week-end, et en espérant que nous n'allons pas griller intégralement pendant ces jours où la chaleur monte. Et en tout cas, la chaleur de nos débats et de nos présentations a été un vrai bonheur pour moi, et j'espère pour vous. Merci à tous et à toutes.